Bonjour, bonsoir à vous tous et c'est le Monde en 7. Nous sommes le samedi 26 juillet 2025. On va parler de 4 sujets. Nous irons du côté du Moyen-Orient avec cette annonce de la France qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. La France annonce vouloir reconnaître un État palestinien, décision qui sera notifiée à l'ONU en septembre prochain. Nous parlerons aussi du Cameroun. La présidentielle s'annonce à grands pas. La candidature du président Paul Biya divise au sein même de son camp. On évoquera le Togo en deuxième partie avec 2 sujets consacrés au municipal. Les résultats provisoires, en tout cas les principales tendances ont été annoncées. L'Union pour la République est ultra majoritaire et quelles sont les leçons que l'opposition doit en tirer. 2 invités sont avec moi sur le plateau. Kosigan Akwete, président de l'AJD. Bonsoir Kosigan Akwete. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Niwa TV de par le monde. Je voudrais faire un coucou spécial à mes parents depuis Yoto 2, Yoto 1, Yoto 3. Je vois que le plateau aujourd'hui est Yoto, donc coucou spécial à tous les fils et les filles de Yoto. Bon week-end à vous. Et nous ne pouvons pas aussi oublier nos jeunes élèves qui sont en vacances. Les vacances, c'est aussi un temps qu'il faut utiliser pour apprendre les petits métiers. Passer du temps avec maman à la cuisine pour avoir un peu d'idées sur l'art culinaire. Voilà, pour les garçons, approchez-vous des mécaniciens, des cordonniers, de métiers manuels. Oui, pourquoi l'électricité, la plomberie et tout. En fait, avec ça, on peut gagner la vie aujourd'hui. Beaucoup, pour avoir de l'argent et en faire un métier. Toucher à tout, que de rester sur smartphone du matin au soir ou à la télé. Sortez, approchez-vous d'un petit mécanicien, d'un menuisier, d'un électricien et tout. Commencez par apprendre un peu, accompagner les hauts chantiers pour avoir une idée de ce qui se fait. Ça peut devenir votre métier demain, on ne sait jamais. D'accord. Et ça paye. Face à vous, Frédéric Azeglo. Frédéric Azeglo est du Parti Union pour la République. Et il m'a annoncé tout à l'heure qu'il va revêtir bientôt une nouvelle casquette. Bonsoir Frédéric Azeglo. Bonsoir Samuel, bonsoir Kosigan Akwete. Je suis heureux ce soir de retrouver le plateau de Niwa TV pour mon grand plaisir, parce que j'aime parler, j'aime exprimer ce que j'ai à dire, et pour le plaisir forcément des téléspectateurs. Alors je suis heureux une fois encore. Bonsoir à tout le monde. Et merci à vous d'être notre invité. On va commencer par parler de la France avec cette annonce faite par le président Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux. La France va reconnaître l'État de Palestine lors de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre à New York. C'est ce qu'a annoncé donc jeudi dernier le président Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux. Fidèle à son engagement pour une paix juste et durable au Proche-Orient, j'ai décidé que la France reconnaîtra l'État de Palestine. J'en ferai l'annonce solennelle à l'Assemblée générale des Nations unies au mois de septembre prochain. C'est ce qu'écrit donc Emmanuel Macron. La France considérera alors avec l'Arabie Saoudite, la France co-présidera avec l'Arabie Saoudite une conférence internationale au niveau des chefs d'État et de gouvernement visant à relancer la solution dite à 2 États palestiniens et israéliens. Laquelle solution avait été préconisée depuis des années, mais qui peine à voir le jour, surtout Frédéric Azeglo, devant les menaces sans cesse croissantes d'Israël qui ne veut pas entendre du tout une solution à 2 États, pas d'existence d'un État palestinien pour Israël. Oui, Samuel, l'annonce de Emmanuel Macron est tout simplement un pied de nez à Israël et à ses alliés. Cela va contribuer à diviser le monde. Ceux qui seront pro-palestiniens, ceux qui seront anti-palestiniens, je peux le dire comme ça. Mais faire une annonce comme ça, dire voilà en septembre je vais reconnaître, en septembre la France va reconnaître, c'est bon. La France est un pays indépendant, ils sont autonomes. Le président français peut faire l'annonce comme il a fait, ça lui plaît comme ça. J'imagine qu'il il a analysé les pour et les contre pour se prononcer comme ça. Cependant, je suis en train de voir que voilà, nous sommes qu'en juillet et que août va passer, septembre va venir, et il peut arriver, parce que quand il a fait l'annonce, il serait interpellé, appelé
sonné par beaucoup de personnes dans le monde. Des personnes de son rang, de sa taille, vont essayer de lui demander, oui Macron, pourquoi est-ce que tu as parlé comme ça? Et il va s'expliquer. Alors s'il juge qu'il maintiendra sa position, il la maintiendra. Cependant, les conséquences ne seront irréversibles. Cette annonce contribue à creuser davantage le fossé entre des États du monde. Là, attendons de voir. Justement, attendons de voir. Qu'est-ce que vous pensez de cette annonce du président français? Je pense que Emmanuel Macron sa déclaration va ramener un peu d'espoir dans la bande de Gaza et autres, pour que voilà, d'abord dans le monde arabe, on va se sentir un peu apaisé et soutenu, parce que vous savez, tout ce qui se fait entre la Palestine et l'Israël depuis des années, il n'y a aucun État où les États, surtout occidentaux, n'arrivent pas à se départir de la position d'Israël. Pour Israël, il faut écraser la Palestine et lui imposer tous ces desiderata. Entre-temps, vous avez vu Donald Trump qui soutient des effectifs d'Israël, qui a dit il va transformer la bande de Gaza en côte comme la Côte d'Azur et tout, construire, faire une cité et tout. Donc ça voudrait dire que jusque-là, personne ne veut reconnaître un périmètre dédié à la Palestine, ce qui n'est pas aussi bien. Bon, pourquoi on en veut si tant à la Palestine? À cause de Hamas, du mouvement Hamas. Bon, ce n'est pas seulement Hamas qui fait la Palestine. Il y a des Palestiniens qui n'ont rien à voir avec Hamas et qui décrivent même Hamas. Le Hamas est un mouvement, je dirais, armé, qui parfois décime même les vies palestiniennes. Donc je ne vois pas pourquoi, à cause de Hamas, on va continuer par tenir la vie dure aux Palestiniens. Si Emmanuel Macron reconnaît alors l'existence d'un État palestinien, je dis, il faudrait que le monde arabe et les Palestiniens eux-mêmes cherchent d'abord à cultiver la paix et démontrent à la face du monde que voilà, il y a plus de Palestiniens qui veulent la paix que voilà, être toujours en guerre contre Israël, puisque la guerre ne leur permettra pas, de gagner Israël et d'avoir aussi tout ce qu'ils veulent. Ils veulent vivre comme en paix, ils veulent se développer, ils veulent avoir une identité, un territoire. Alors pour avoir tout ça, il faut éviter la guerre. Donc il va falloir que le Hamas aussi profite alors de cette décision française pour cultiver la paix. Cultiver la paix, chercher à développer son pays, oublier un peu la guerre, laisser les Israéliens tranquilles. Comme ça, le monde sera obligé de les supporter et faire en sorte que les Israéliens puissent baisser le niveau de guerre pour que voilà, ils puissent aussi développer leur pays et devenir une nation. Alors, avec l'annonce de la France, quand on fait la comptabilité des États qui reconnaissent un État palestinien, il y a déjà 142 États. C'est quand même beaucoup, mais disons concrètement sur le terrain, rien ne change. Est-ce que l'annonce de la France peut changer quelque chose? Oui, l'annonce de la France peut changer quelque chose, comme elle ne peut rien changer. Personne n'ignore comment l'Israël, Netanyahou, campe sur sa position. Il dit qu'il veut finir le Hamas, terminer avec la Palestine, et que vice-versa, les Palestiniens aussi disent qu'ils ne reconnaissent pas un État qu'on appelle Israël. Si tu dis je n'existe pas, c'est que tu n'existes pas aussi. Alors, s'il faut venir à bout de cette distinction, il va falloir que et les Palestiniens et les Israéliens se retrouvent une énième fois pour dialoguer et décider de quelque chose. Parce que c'est lorsque la Palestine est en train de dire, les personnes sont en train de dire que Israël n'existe pas, il n'y a rien qu'on appelle Israël, qu'Israël veut leur prouver que nous existons. Nous existons. Certes, il y a 100 et quelques pays qui reconnaissent la Palestine, et l'annonce de la France est une annonce de poids. Parce que vous savez mieux que moi, la France n'est pas n'importe quel pays dans le monde. Donc la France déclare reconnaître la Palestine. J'ai dit, c'est un pied de nez, c'est un coup dur contre la politique de M. Netanyahou, Benjamin Netanyahou, et son allié Donald Trump. Maintenant, j'ai dit juste, après cette annonce, d'avoir des tentations partout dans le monde pour voir ce qui poussait
ce qui poussait Emmanuel Macron à faire une telle annonce. Et là, quand je suis en train de réfléchir, j'ai trouvé que il reste 2 ans ou 1 an pour Emmanuel Macron de partir de l'Élysée. Alors il peut reconnaître, et donc quand il reconnaît, c'est la France qui reconnaîtra, mais quelqu'un viendra peut-être après Emmanuel Macron, il ne sera pas intéressé par ça, même s'il ne pourra pas déclarer ouvertement et qu'il ne soutient pas la Palestine, il ne pourra pas non plus faire des actions peut-être militaires, des actions financières, des actions pour soutenir la Palestine. Et donc le fossé ne fait que se creuser, on verra bien. Mais si la Palestine l'existence, le sujet même de l'existence d'un État palestinien reçoit déjà autant de soutien, c'est dire qu'Israël est en train de perdre le narratif. Tout à fait. Vous savez, le côté clivant de l'Israël, surtout qui est devenu un État provocateur, qui produit la guerre dans le Moyen-Orient, un peu partout. Tout ça là a commencé par exacerber même certains pays qui le soutenaient. Et pour faire la paix, les gens préfèrent supporter la Palestine pour que on commence la paix d'abord par la Palestine et que cette affaire de bande de Gaza et autres, on trouve une solution de paix, que il y ait un tracé qui alors délimite l'État palestinien de l'État israélien, où on fera les frontières pour que les deux pays puissent avoir leur autonomie, leur souveraineté et limiter un peu les dégâts. Parce que vous savez, maintenant Israël écrase tout. En Palestine, il n'y a plus de limites, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans les lieux de prière, un peu partout. Il y a les morts, il y a la mort un peu partout. Israël n'arrive plus à cesser, surtout ces derniers temps. On dirait que Benjamin Netanyahou est devenu un monstre de la guerre un peu partout. Vous avez vu, n'eût été la ténacité de l'Iran, peut-être que cette guerre-là aussi ne devrait continuer. C'est peut-être la réponse, la réponse qui était très farouche de l'Iran, qui a fait que Netanyahou a reculé un peu. Donc moi j'ai dit, c'est une bonne décision de Macron de soutenir l'indépendance de la Palestine. D'abord, sa reconnaissance qui sera faite en septembre prochain. Si ça se passe ainsi, je pense quand même que ça doit faire réfléchir Donald Trump et Netanyahou et leur bloc pour que ils puissent arrêter un peu la guerre. Le monde n'a pas besoin de guerre en tout cas. Faut la paix, un peu de paix. Parce que quand nous prenons la force militaire d'Israël par rapport à la force militaire de Hamas, c'est comme le jour et la nuit. Quand des gens viennent avec une roquette, pour revenir peut-être demain encore une roquette, vous avez tout ce qu'il faut, des armes de destruction massive, que vous déployez, vous zigouillez des personnes humaines comme, je ne sais, même des bêtes. Si on éliminait comme ça les bêtes sur la terre, on n'en aura plus. Donc je pense quand même que c'est une bonne décision. Ça va faire réfléchir Netanyahou pour lui dire que si je continue comme ça, ou si nous les Israéliens, nous continuons par adopter la guerre contre tous les États, même les plus faibles, on risque de ne plus avoir des alliés. Et les gens vont faire le monde sans nous, parce qu'on va nous classer, on n'aura plus d'importance. En même temps, on sait que l'État israélien s'est toujours opposé à la solution à 2 États, alors que dans les faits, c'est Israël qui vient occuper le territoire palestinien. Naturellement, c'est Israël qui vient occuper le territoire palestinien. Mais je remonte en décembre 2022, où une nuit, les Palestiniens sont rentrés en Israël. Ils ont fait du dégât. C'est eux les provocateurs. Oui, mais les gens disent que... Quand tu sais que tu as une main faible, les causes sont très lointaines. Oui, les causes sont lointaines. Même nous, on n'était pas allés. Ce qui s'est passé à notre époque, cette année, en 2022, en décembre, octobre 7 octobre 2022, l'Israël était en fait, et nuitamment, une armée rentrée dans le pays, a décimé les gens, tué les gens, violé des gens, emporté des gens en otage. 1 millier de personnes. La réponse doit être à la taille de la provocation. Mais la réponse doit être disproportionnée pour que jamais dans leur histoire quelqu'un ne réfléchisse comme ça. Pour qu'ils ne réfléchissent pas comme ça.
Ces gens ne sont pas des hommes de paix. Je suis désolé de le dire. Ce ne sont pas des gens de paix. Il y avait une histoire là depuis, quand on avait assassiné Isaac Rabin en 1995. Un étudiant avait dit c'est parce qu'il partait négocier le partage de la bande de Gaza, et c'est pour ça qu'il a tué le Premier ministre. Il a tiré sur le Premier ministre. Et donc, bon, c'est une histoire palestino-palestinienne. Mais revenir en 2022, rentrer aux Israël, tuer les gens, c'est une provocation de haut niveau qui ne dit pas son nom. Donc, vous voyez, quand vous êtes là, quelqu'un de moche vient vous gifler. Votre réaction, vous pouvez tuer des gens comme ça. C'est juste ça. Donc, ceux qui veulent la paix, moi je suis toujours sur la paix, je ne le dirai jamais assez, je suis toujours pour la paix. Mais il faut amener ces gens-là à prendre des engagements selon lesquels ils ne viendraient plus commettre des choses comme ça contre un puissant. Est-ce que vous voyez Israël vouloir aussi discuter? Oui, bon, c'est juste dans les gens d'un très fort et d'un très faible qui est provocateur. Là, il a dit, je vais passer par tous les chemins pour que l'organisation, au nom de laquelle ces crimes ont été commis, que l'organisation n'existe plus. C'est ça le cheval de bataille de Benjamin Netanyahou. Mais il n'y parvient pas. Mais ils ont envoyé beaucoup de gens en enfer, ils ont fait tuer beaucoup de Palestiniens, ce que je ne supporte pas aussi, ce que je ne soutiens pas. Et donc, il va falloir que même si Israël, en tant qu'Israël, ne voudra pas discuter directement avec les autorités palestiniennes, il faut que des soutiens d'Israël et des soutiens de la Palestine se retrouvent en aparté, parlent de la paix entre les deux États, arrivent à convaincre la Palestine de l'existence d'un État qu'on appelle Israël, et que la même commission arrive à convaincre, à faire comprendre à Israël que, voilà, il y a très longtemps, il y a un pays qu'on appelle la Palestine. Alors, leur histoire remonte dans la Bible, je me permets de le dire. Ils sont venus, comme Samuel l'avait dit, Israël est venu occuper le territoire de la Palestine. Et, est-ce que je vais dire le prétexte? La raison, c'est que Dieu, leur a donné ce territoire. Et si nous rentrons dans la Bible, si je suis permis de le dire, on avait d'abord envoyé des gens sur cette terre, espionner, voir si est-ce qu'on peut aller, on ne peut pas aller. Ils sont allés, ils ont revenu dire, voilà, il y a des hommes costauds, des hommes géants, des hommes puissants, sont là, c'est un territoire, une terre de miel, de lait, il y a tout, mais nous ne pourrions pas entrer facilement. Eh bien, c'est ce que les espions avaient dit il y a des milliers d'années, que je trouve encore toujours que les hommes puissants sont là, il y a du miel, il y a le lait, mais c'est pas facile d'y entrer. Ils sont allés, ils sont installés, mais ils reçoivent des gifles des Palestiniens de temps à autre. Et il n'y a pas la paix là-bas. Et quelque part, il est dit, la paix ne reviendra pas totalement dans la bande de Gaza jusqu'à voilà. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui également que Benjamin Netanyahou soit un obstacle à la paix ou à la solution à deux États? Vous savez, même en Israël, Benjamin Netanyahou est le problème. Parce que il y a une partie de la classe politique, même de sa formation politique, qui ne le voit pas comme un acteur fédérateur qui puisse travailler à la paix. Même en Israël. Oui, il est décrié. Et c'est pourquoi entre-temps, même, il y a certains des formations politiques avec qui il a fait une coalition pour diriger Israël. D'autres ont émis le vœu de se désolidariser pour qu'il y ait une nouvelle élection, pour qu'on puisse vraiment s'en passer de lui, pour que voilà, la paix puisse revenir en Israël. Vous avez vu, Netanyahou, c'est un monstre, il aime trop tuer les gens, la guerre, il est toujours dans les trucs de guerre. Regardez la guerre qu'il a provoquée la fois dernière en Iran. Ça n'a pas de sens. Même, c'est vrai que, tel que le dit Frédéric, les Palestiniens, c'est eux qui ont organisé ou ont provoqué. Ils ont provoqué, tout en sachant qu'ils n'ont pas la force de représailles ou de riposte.
voilà, ils ont provoqué la mort de 1000 personnes, des disparitions et tout. Mais quand nous voyons un peu la riposte israélienne, mais c'est de trop. Et ça continue toujours. Maintenant, c'est ce qui pousse les autres États à soutenir les États arabes, voilà, les pays arabes, pour que voilà, ils puissent avoir un État palestinien à qui on veut donner une souveraineté, une indépendance et tracer des frontières pour que voilà, l'ONU ou toute autre organisation puisse alors chercher à préserver la paix sur ce territoire. Parce que, vous savez, partout où on dit aujourd'hui que c'est un territoire palestinien, Israël peut se lever un matin pour dire que nous allons l'annexer, nous le prenons. Et voilà, il y a des chats, c'est de trop. Donc il faut arriver à fixer des règles. Il faut fixer les règles pour que voilà, l'Israël soit incapable de rentrer dans un territoire aussi facilement et de commencer par construire des villas, détruire les anciennes villas, ou tuer les gens, emprisonner d'autres. Non, faut qu'on arrive à faire cesser ça. En même temps, est-ce que quand vous regardez les Palestiniens aujourd'hui, c'est vrai que si on laisse le Hamas, il y a le Fatah, le qui est au Fatah, niveau de la Cisjordanie, qui a un gouvernement. Mais est-ce qu'un État palestinien est viable? Un État palestinien viable parce que, vous savez, c'est à cause des atrocités que commettent l'Israël sur la Palestine que le Hamas a le vent en poupe. Mais quand la paix va commencer par régner, c'est le Fatah qui va diriger la Palestine. Parce que vous savez, le Fatah, c'est Yasser Arafat et tout ce qui suit. Vous allez voir que quand le Fatah était au pouvoir, il y avait plus de paix. Hein, il y avait plus de paix. Il y avait que quelques agissements de Hamas, quelques incursions de Hamas, mais ce n'était pas trop. C'était plutôt la violence d'Israël qui se faisait voir quand le Fatah dirigeait la Palestine. Mais quand Hamas a pris le pouvoir, vous savez, comme eux, ils aiment la guerre, donc ils se donnaient dans la guerre, bien que voilà, ça n'aidait pas les Palestiniens. Mais une fois, allons-y à la paix, qu'on trace les limites de la Palestine et d'Israël, et que voilà, l'ONU puisse amener une force d'interposition entre les deux pays pour que voilà, Israël aussi trouve la paix, la Palestine aussi trouve la paix pour que voilà. Vous allez constater que même la fois dernière, il y avait des soldats français qui ont eu des problèmes je pense, oui, dans la bande de Gaza où les Israéliens sont venus les arrêter et les brutaliser devant l'ambassadeur ou un ministre français même comme ça, il n'y a pas longtemps. Donc, il n'y a pas, c'est une zone de non-droit. Il va falloir qu'il y ait les deux États, les frontières soient tracées et que, voilà, il y a une force d'interposition qui puisse faire régner la paix. Comme ça, Israël va trouver autre chose à faire que tuer des âmes innocentes. L'annonce de la France de reconnaître l'existence d'un État palestinien, bien sûr, ça a été favorablement accueilli du côté palestinien. On a aussi compris que Israël ne l'a pas du tout apprécié. Au-delà de cette annonce, qu'est-ce que la France peut faire d'autre? Bon, au-delà de cette annonce, la France est juste en train de dire aux Palestiniens, je suis avec vous. Et la France veut être bien vue par les pays arabes qui sont quelque part un peu soudoyés par la France, un peu soudoyés par Vladimir Poutine. Voilà. Il y avait un autre nouveau maître du monde qui est en train de vouloir venir s'imposer, s'appelle Vladimir Poutine. Alors, si le monde arabe est un monde non atteint pour le moment, je crois que c'est peut-être une action, une décision que M. Emmanuel Macron est en train de prendre pour prendre le pas sur cette zone qui n'est pas encore l'appartenance, pas l'appartenance, l'allié d'un occidental. Donc, d'autres pays occidentaux ont reconnu l'existence de la Palestine, mais la France est un gros morceau. Ce que Vladimir Poutine n'a pas encore fait. Et donc, peut-être, je suis en train de voir que Emmanuel Macron est en train de vouloir dépasser un peu d'autres Européens, d'autres Occidentaux, dans la reconnaissance de l'État de la Palestine. Donc, ce que la France peut faire encore, c'est de dire, bon, nous soutenons militairement, etc. Et ça, là, c'est le risque d'une autre guerre
dans le monde. Mais toujours est-il que, reconnaissance ou pas, les États-Unis sont ceux qui ont leurs principaux mots À dire. dire, oui. C'est aussi, Macron, c'est un fin tacticien, parce que vous savez, il y a les États-Unis qui ont promis calmer. Les États-Unis sont contre l'Europe, dans la guerre d'Ukraine. Et donc, c'est la même chose que l'autre, Emmanuel Macron est en train de faire à Donald Trump. Comme Donald Trump ne supporte pas l'Europe dans la guerre Russie-Ukraine, et donc lui aussi se détache pour supporter la Palestine contre Israël. C'est tout. C'est une manière de rééquilibrer un peu la chose. Et puis, vous savez, la Russie qui devient un peu amie à Donald Trump malgré la guerre d'Ukraine, mais la Russie est en train de lui prendre des marchés ici en Afrique. Et donc, l'autre, Macron, rapidement, peut aussi se faire ami des pays producteurs de pétrole. Voilà, pour que la France puisse aussi tirer un peu. On est juste sur un échiquier politique et chacun tire les cartes. Ah oui, ce sont les intérêts. Tout ça sont les intérêts. Le deuxième sujet que nous abordons, c'est le Cameroun. On va parler de l'élection présidentielle qui aura lieu le 12 octobre prochain et l'annonce de la candidature de Paul Biya. 92 ans. s'est dit prêt à rempiler pour un nouveau mandat, un septennat. Le Cameroun a un mandat de 7 ans alors qu'il dirige le pays depuis presque 43 ans. Il a écrit sur son compte X, je cite, « Soyez rassurés que ma détermination à vous servir est à la mesure de l'acuité des défis auxquels nous sommes confrontés. » Et donc, il annonce donc sa candidature à ce 8e mandat. Et dans son propre camp, eh bien, d'autres candidatures se sont également déclarées. Par exemple, Issa Chiroma Bakary, qui est ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, a quitté le gouvernement en fin juin avant de déclarer sa candidature. Également, Maïgari Bello Bouba, ancien Premier ministre, a également déclaré sa candidature. Il était ministre d'État. Le camp donc Biya se fissure. Consiga à côté, mais Biya, 92 ans tout de même. Candidature pour un septennat. Est-ce que Biya lui-même a conscience qu'il est candidat? Non, vous savez, c'est une affaire de réseau. C'est une affaire de réseau. Est-ce que normalement, une personne à 92 ans, même s'il était dans sa propre entreprise, ou s'il était un chef de village, il devait être déjà fatigué. 92 ans, on n'a plus toutes les facultés mentales au point pour diriger un pays qui se veut aujourd'hui. Vous savez, avec tous les problèmes que nous vivons aujourd'hui, pour diriger un pays, il faut avoir l'air un peu frais pour alors supporter alors la pression du développement dans tous les domaines aujourd'hui. On n'a plus le temps. Mais 92 ans pour dire que voilà, je suis là, je suis prêt à relever quel défi. Quel défi d'abord? Son premier défi doit être sanitaire et de repos, normalement. Mais moi je dis c'est un truc de réseau. C'est un réseau qui a mis Paul Biya et derrière tout le monde se remplit la poche au détriment des Camerounais. Point, c'est tout. Sinon, pourquoi on ne peut pas revoir un peu les textes pour permettre à Paul Biya d'aller se reposer normalement? Est-ce que la Constitution le lui permet? Si la Constitution le lui permet, est-ce qu'il y a plus de Camerounais un peu plus frais, qui a plus de qualité que Paul Biya et qui peut permettre à ce que voilà, le Cameroun puisse décoller sur plusieurs autres plans? Non, moi je dis c'est un groupe de personnes qui maintiennent Paul Biya à la tête du Cameroun pour leurs propres intérêts. Point, c'est tout. Et tout ça là, ça fait que le Cameroun ne peut pas se développer comme cela se doit. Parce que l'intérêt général n'est plus respecté, c'est des intérêts personnels, la somme des intérêts personnels contre le grand nombre qui, au fin fond, va manquer de tout et de rien, mais ne trouvera pas l'espace nécessaire pour le dire. Personne ne va l'écouter et sont des milliers de Camerounais qui vont toujours rester dans la misère, le pays ne va pas se développer et c'est une force de moins pour l'Afrique. C'est ce que nous combattons, c'est ce que nous décrivons un peu partout. Normalement, même si on veut conduire nos pays comme ça se fait en Afrique, qu'il y ait un peu d'alternance au pouvoir pour permettre ce que alors de nouvelles choses se fassent, que de nouvelles pensées, de nouveaux courants
de gestion puisse venir arranger nos pays. Pourquoi à 92 ans, on va vouloir maintenir un système qui n'est plus d'actualité, qui n'a plus la capacité de réflexion pour anticiper sur beaucoup de choses aujourd'hui, pour penser à innover, à développer. Non, il n'y a pas. On ne peut pas. Mais il y a un président qui n'est même pas au bureau. Mais quand il a annoncé sa candidature, vous l'avez écouté, il dit qu'il est conscient des défis actuels. Non, ça je dis, c'est son clan qui lui dit, qui nous dit que c'est lui-même qui a écrit ça. Est-ce que Paul Biya peut encore tenir un smartphone pour écrire? Non. Vous savez, il faut qu'arriver à un moment en Afrique, nous prenons nos destins en main. Et comme ça, on ne peut jamais dire que voilà, nous serons capables de répondre aux défis de notre siècle. Si on continue comme ça, nous ne serons pas capables de répondre aux défis de nos siècles. Et la jeunesse se retournera contre nous. Ce n'est pas bien. Alors, qu'est-ce qui pose problème dans la candidature de Paul Biya? C'est son âge? C'est le nombre de mandats qu'il a déjà effectué? Quel est le problème? Bon, moi, je vais vous surprendre. Je vais vous étonner. Moi, personnellement, je n'ai rien contre, je ne trouve rien contre la candidature de Paul Biya. Et mon co-débatteur, Kosika vient de le dire, que c'est un système. Ce sont des gens qui l'auraient proposé, qui parlent à sa place, qui agissent à sa place. Même quand on mettra un jeune de 35 ans au pouvoir, c'est des gens qui travailleront pour lui. Les gens travaillent sur lui, il y a un système autour de lui, il y aura ton entourage immédiat, ton entourage lointain, qui travailleront pour la construction du pays. Alors, quand il y a un vieux, un président, un ancien, qui est là comme ça, personne ne reconnaît l'importance de la façon dont il incarne une paix qui ne dit pas son nom. Écoutez Paul Biya disparaître un jour, veut le trouble qui viendrait. Ou écoutez Paul Biya dire, bon, je ne suis pas candidat, veut le trouble qui s'emparera du Cameroun. Pour moi, il serait en train d'incarner une paix qui ne dit pas son nom. Alors, si Paul Biya élu, il y a des millions de Camerounais. L'homme, un premier ministre, en même de travailler, travailleront construisant le Cameroun. Pas qu'un Camerounais vienne me dire, c'est parce qu'il y a Paul Biya que je ne vais pas au travail, que je ne travaille pas. Non. C'est un peu, on se trompe souvent un peu en Afrique, on dit non, c'est parce que tel est là, tel est là. Quand vous voyez, excusez-moi, le Cameroun n'est pas une monarchie, certes, mais quand vous voyez la mère de l'actuel roi d'Angleterre, qui est partie très fatiguée, très âgée. Alors, personne n'a jamais dit, parce qu'elle est là, elle est très âgée, elle fait plusieurs années, que tout n'ira pas. Mais c'est pas la reine qui tient. J'ai dit, oui, c'est pourquoi je disais, j'ai dit, justement. C'est une monarchie parlementaire. Justement. Il ne veut pas comparer une monarchie à une république. Certes, mais, vivons ce que nous avons, vivons dans ce que nous avons. J'invite un Camerounais, j'invite une Camerounaise à comprendre que Paul Biya, ou pas Paul Biya, il peut réussir, il peut vivre sa vie, il peut travailler, il peut aller, il peut venir. Dire que bon, c'est parce que Paul Biya, rien ne marchera. Toi, tu mets un point, une pierre dans ton jardin qui te permettra pas d'avancer. Maintenant, par rapport à ce qui déteste la candidature de Paul Biya, ben c'est démocratique. Tout le monde n'acceptera pas la candidature de tout le monde. Qu'il y ait des Camerounais qui disent non, Paul Biya ne doit pas se représenter parce qu'il est trop âgé, que quelqu'un dit ça, il a raison. Puisque en démocratie, chacun fait valoir ce qu'il comprend. C'est valoir ses raisons. Et donc, ce que je viens de dire n'est que mon point de vue. Paul Biya, sans Paul Biya, le Cameroun peut avancer. Maintenant, il appartient aux Camerounais, s'ils ne veulent pas, Paul Biya, de mobiliser des forces de basse campagne pour lui faire échec dans les urnes. Commencer à dire non, on ne veut pas Paul Biya et provoquer encore des troubles dans un pays d'Afrique, des troubles qui seraient à même de consommer encore des vies humaines, alors que ce que vous ferez là ne changera rien. De grâce, moi je ne recommande à aucun Camerounais. Mais à son âge, personne ne peut pas aller à la place d'une autre personne. Je peux avoir 92 ans, je peux avoir 95 ans, 100 ans, mais si je dis, je peux encore, il appartient aux électeurs de juger pour voir si je peux ou si je ne peux pas. La dernière fois, c'était avant-hier, je lisais sur les réseaux sociaux, je voyais une vidéo
où des jeunes Camerounais ont cotisé de l'argent pour remettre 10 millions, a dit, bon, papa, voilà, nous avons donné une avance pour ta caution à l'élection présidentielle. Et que les jours à venir, nous allons compléter pour que la caution soit complète. C'est des faits politiques. S'il y a déjà des jeunes se tiennent devant la face du monde et tiennent de tels propos, et que d'autres disent, non, on ne veut plus Paul Biya, il a trop vieilli, il a trop passé du temps à la tête, cela va amener des troubles. Ne combattez pas ce que vous ne pourrez pas vraiment combattre. Alors, Kosika Nkwete, même question. Qu'est-ce qui pose problème dans la candidature de Paul Biya? Est-ce que c'est son âge? Je l'ai dit, il a 92 ans, bientôt 93. Est-ce que c'est le nombre de mandats qu'il a déjà effectués? Quel est le problème avec sa candidature? D'abord, il y a l'usure du pouvoir. Après 42 ans, c'est trop. 42 ans. Ensuite, maintenant, dans les 42 ans, comment est géré le Cameroun? Comment le Cameroun est géré sur le plan économique, social, politique? Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qu'on reconnaît à Paul Biya? C'est-à-dire qu'avec toutes les potentialités minières, en agriculture, tout ce que le Cameroun... Comment c'est géré? Est-ce que les Camerounais, la majorité des Camerounais sont aujourd'hui fiers? Mais ce sont des Camerounais qui ont souhaité sa candidature. Non, Frédéric Azeglo le rappelait. Je ne refuse pas. Quel genre de Camerounais pour non, ça c'est des faits politiques, mon frère. C'est des faits politiques. C'est des faits quand même. Non, ce n'est qu'une classe de Camerounais qui ont trouvé leur part dans la gestion du pays sous Paul Biya, qui organise tout ça, ne serait-ce que pour tromper l'opinion nationale ou internationale, pour dire ok, nous sommes d'accord avec lui. C'est vrai que nous sommes en démocratie et que Paul Biya peut se présenter à cette élection si la loi le lui permet. Mais est-ce qu'en réalité, Paul Biya est à même de gérer le pouvoir d'État avec son âge, avec tout ce qui se fait depuis 42 ans? Est-ce que le Cameroun décolle? Est-ce que les Camerounais même sont satisfaits de la gestion du pouvoir par Paul Biya? Si oui, c'est leur pays, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Mais moi, j'ai dit, il vaut mieux qu'il y ait alternance au sommet de l'État pour permettre à ce que tout Camerounais qui a un projet de société qui est capable de changer en profondeur la gouvernance du Cameroun, pour faire du Cameroun un pays développé en Afrique, puisse aussi accéder au pouvoir, que de cantonner le pouvoir dans la main d'une seule personne, d'un même clan, et que la jeunesse ne trouve jamais du terrain. Prenons les ministres, les directeurs généraux de l'administration camerounaise. Ce sont nos papas. La jeunesse va prendre le relais quand? C'est aussi ça la réalité. Maintenant, moi, j'ai dit, faisons place à la jeunesse, parce que tout le monde sait aujourd'hui que toute jeunesse d'un pays est une richesse. Hein. La jeunesse, c'est une richesse. Mais si cette jeunesse-là est là, et qu'elle ne trouve pas à faire, et que, parce que justement, le grand-papa ne veut pas partir pour que le papa parte, pour que le jeune prenne le relève. Or, on dit, la jeunesse, c'est la relève. Quelle sorte de relève? Une relève qui sera toujours au vestiaire ou sur les tribunes pour regarder le match se jouer par les vieux? Non, permettons-leur de venir aux affaires. Vous savez, permettons-leur de venir aux affaires ou faisons en sorte qu'il y ait une liaison entre un groupe d'anciens et de jeunes pour diriger ensemble le pays. C'est ça ce que je vous ai dit. 42 ans, pour faire encore 5 ans de plus. Or, 7 ans. 7 ans. C'est 7 ans, non? Or, le président il aura Paul Biya, 100 ans à la fin de son mandat. le président Paul Biya, s'il sort du Cameroun, c'est pour aller se faire soigner En Suisse, passe son temps à l'hôtel Continental en voilà. Suisse. Regardez le temps qu'il passe pour se faire soigner et le temps qu'il revient passer au Cameroun. Quelle est sa productivité au sommet de l'État? Oui, mais je pense que Frédéric Azeglo a dit quelque chose. Le Cameroun avance, le gouvernement est là, les salaires sont payés, le pays fonctionne. Le pays fonctionne comment? Est-ce que le Cameroun aujourd'hui, si on amenait, si on voudrait évaluer, si on voudrait évaluer les politiques générales et puis les retombées économiques et sociales, est-ce que les Camerounais tiennent le bon bout? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Cameroun est un pays bien développé en Afrique, à l'instar des pays
occidentaux ou même de l'Afrique du Sud? Je ne pense pas. Parce que si un pays est bien développé, c'est un pays bien gouverné, où il y a moins de corruption, où il y a beaucoup de chances à tous les citoyens de pouvoir s'en sortir s'ils respectaient les règles et s'ils travaillaient. Est-ce qu'il y a ça? Il n'y en a pas. Justement, au niveau du Cameroun, il n'y a pas. Les voix critiques de Paul Biya, il y a un des opposants qui parle d'un pouvoir délégué au Cameroun. C'est-à-dire on élit quelqu'un comme président, mais il n'est jamais là. Il passe la moitié de l'année à l'extérieur, parfois même plus de la moitié. On ne gouverne pas un pays comme ça. Oui, mais malheureusement, c'est ça. Malheureusement, c'est la réalité. Les Camerounais doivent s'en contenter oui, de ça. ils doivent se contenter de ça. Malheureusement, c'est ça. Nous sommes en Afrique. Quelqu'un dit un jour, nous ne sommes pas des Cartésiens, nous sommes des Bantous. C'est Mobutu qui a dit ça. Nous sommes des Africains. Il y a des situations que la démocratie nous a enseignées qui ont du mal à rentrer dans nos mœurs. Des situations, ce que les gens appellent alternance, quelqu'un parle, quelqu'un vient, tout cela c'est bon, c'est ce qu'on nous a enseigné. Mais dès que Paul Biya au pouvoir ne tue personne, ne rend personne malade, il y a un premier ministre qui est à la charge, qui travaille, accompagner le travail, les jeunes, aller au travail, chercher du boulot, aller au travail, aller là où vous pourrez trouver du travail. Allez là où les jeunes Camerounais, allez là où vous allez trouver votre salut. Que de rester dans l'ombre quelque part. Vous allez voir les Maurice Kamto, ils sont arrivés où avec ça? John Frundi est mort. Il est allé où avec ça? Maurice Kamto et Cabral Libi sont à nouveau candidats. Et donc, j'invite les Camerounais. Ils savent, Cabral Libi, Maurice Kamto, tout ça, ils savent qu'ils ne seront pas élus, qu'ils ne seront pas élus, ils ne seront pas élus. Ils le savent mieux que moi. Vous pensez déjà que les résultats non, je ne pense pas. Non, c'est-à-dire, quand quelqu'un vient comme ça, quelqu'un se présente comme ça, en Afrique où les électeurs, il y a ce qu'on appelle la peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu fait dire à un électeur, restons dans ça. Restons plutôt dans ce que nous connaissons. Et la peur de l'inconnu a encore travaillé au Togo, ça fait pas longtemps. Oui, la peur de l'inconnu. Le lecteur dit, bon, restons plutôt dans ça. Et avançons. Et donc, il est vrai, quand quelqu'un est au pouvoir, tout le monde ne l'aime pas. Tout le monde n'accepte pas sa politique. De pourquoi on parle d'opposition? Je ne suis pas contre l'opposition, ni de l'un ni de l'un. Mais j'appelle toute personne, dans tout pays, à comprendre que le pouvoir, le siège, c'est un seul. Il n'y a pas deux fauteuils présidentiels. Il n'y a pas deux sièges là, c'est un seul. Et ce fauteuil-là est occupé par une personne pendant une période donnée. Et que la voie pour accéder à ce fauteuil-là, c'est l'élection. La voie par excellence, c'est l'élection. Et donc, j'invite les Camerounaises, j'invite les Camerounais à travailler, à battre campagne, afin qu'en octobre prochain, ils puissent battre le candidat qui ne veut pas. Est-ce que vous pensez que, j'ai envie de dire, Maurice Kamto, Cabral Libi, cette fois-ci, ont une quelconque chance de défaire Paul Biya? Vous savez, le clan Paul Biya, je pense que ils mettront tous les obstacles possibles pour que ni Maurice Kamto, ni Cabral Libi ne puissent gagner ces élections, mais c'est à eux de travailler. C'est à eux d'arrimer beaucoup de Camerounais sur leur projet de société et la nécessité de refaire les choses autrement au Cameroun et en leur faveur. Il faudrait qu'ils arrivent à cibler les faiblesses du système Biya et qu'ils démontrent suffisamment, qu'ils expliquent aux Camerounais que si nous restons dans ça, nous aurons toujours un pouvoir par délégation, un président élu qui n'a pas le temps de régler vos problèmes, mais par contre, voilà ce que nous proposons. S'il y a un avantage net aux yeux des Camerounais, je pense quand même qu'ils peuvent battre Paul Biya dans les urnes, mais la force est plus dans la main des Camerounais. Ce n'est plus entre les deux systèmes, c'est-à-dire les opposants, ceux qui ne le veulent pas ou ceux qui veulent. Non, c'est les Camerounais. C'est le moment de prendre le temps pour alors parler à tous les Camerounais de la nécessité de changer la main du pouvoir. Et là, la force reviendra au peuple. Si le peuple allait autrement,
le Paul Biya va plier bagage. Parce que seul celui qui sera élu le jour-là sera président du Cameroun. Donc la chance revient aux Camerounais de remettre le compteur à zéro pour tout le monde. Donc il va falloir que ceux qui veulent changer Paul Biya travaillent sur le terrain, expliquent aux Camerounais la nécessité de faire changer demain du pouvoir au sommet de l'État. Encore faut-il que la présidentielle puisse être transparente. Mais c'est ce que je dis, que les autres utiliseront l'appareil d'État contre eux. Mais à eux de savoir que voilà, la bataille sera rude. Et c'est surtout aux Camerounais de se prévaloir le droit de changer la tête du pouvoir au Cameroun, en allant voter, en surveillant les votes et en faisant en sorte que tous les tests électoraux soient appliqués dans la rigueur, dans les normes. C'est tout. Ce ne serait pas chose facile parce que c'est un clan qui ne voudra pas partir, mais qui va vouloir enfreindre à la loi, pratiquer la fraude et tout. Mais il faudrait que les Camerounais aussi se lèvent pour dire aujourd'hui on va découdre avec vous et c'est fini. Monsieur, si vous permettez. Si ça s'est passé en Gambie, ça peut se passer aussi au Cameroun. Voilà. Pourquoi pas. Si vous permettez, on va marquer maintenant la pause pour une dizaine de minutes. On suit ensemble le journal et on revient pour la deuxième.